Bonjour à tous, déjà, ravi de vous voir nombreux sur ce sujet de contraintes budgétaires, de savoir comment les CISO en France, même au-delà, peuvent du coup continuer à travailler, à innover, à développer, à contrer les nouvelles menaces. Tout ça avec des budgets qui sont plutôt contenus. Alors, ils étaient plutôt en hausse depuis globalement une bonne quinzaine d'années, avec des hausses tout à fait significatives. Il y a beaucoup de, voilà, on a vu des très belles courbes. Et on a le sentiment, du coup, a priori partagé, qu'il y a des budgets qui commencent à être contraints. Alors, on les voit assez rarement réduire, nous, chez nos clients, mais voilà, on les voit plutôt stagner, au moins dans les grands comptes, et puis peut-être pour les comptes de taille plus réduite, on les voit encore augmenter au gré des attaques. Voilà, donc globalement, l'idée de cette table ronde, c'est d'échanger ensemble sur quels sont les... Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait de recettes pour faire plus avec moi. Pour autant, c'est la question qui est posée. Voilà, et on va avoir pas mal d'avis d'experts, en fait. Et du coup, on a le plaisir d'accueillir sur cette table ronde Estelle Chigi-Boyer. Voilà. J'avais répété, qui est donc CISO groupe de CNP Assurance et qui est également administrateur du CESIN. Voilà, donc elle va nous donner son œil éclairé sur ces problématiques de budget, d'optimisation, également avec une formation financière, je crois, qui doit aider. On a le plaisir aussi d'accueillir l'ANSSI avec Aurélie Coton. Aurélie donc, est chef d'état-major à la sous-direction de la stratégie. Et Aurélie viendra nous partager du coup, sa vision, la vision de l'agence sur l'optimisation, l'industrialisation, avec dans un paysage de menaces croissantes et un paysage d'arrivées réglementaires, dont NIS 2, assez structurant. On a le plaisir également d'avoir Patricia avec nous, Patricia Egger, qui est la directrice de la sécurité, Head of Security de Proton, que vous connaissez tous. Donc Proton qui a du coup des enjeux évidemment de techniques de chiffrement. J'imagine qu'avec le quantique, elle ne doit pas trop s'embêter. Donc il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux de certification, de normalisation. Il y a beaucoup d'enjeux, des nouveaux enjeux, ça bouge beaucoup. Et donc on sera ravis d'avoir son œil. On a ensuite deux plutôt offreurs de solutions avec Romuald Lenné, donc qui est Mail in Black, qui est Product Marketing Manager. Romuald, du coup, voilà, viendra présenter sa vision en tant qu'offreur de solutions, de regarder comment les offreurs de solutions peuvent ou pas participer à cet effort de guerre, entre guillemets, pour contenir les budgets. Et puis Luc Cotin également, qui est le CEO de Aircube, qui est donc au bout de la table. Aircube, c'est une start-up d'une quinzaine de personnes, si j'ai bien compris, qui est basée au Luxembourg. Et Luc était par ailleurs CISO de l'année au Luxembourg l'année dernière. Donc un regard certainement appuyé et aiguisé sur les problématiques d'optimisation budgétaire. Voilà. Et puis moi-même, je suis un des copatrons, cofondateurs de Formind, qui est une structure de conseil, de service manager et d'intégration sur la cybersécurité. Donc je suis ravi de tous vous accueillir. Voilà. Dans les axes de réflexion que l'on a évoqués, la première idée, une des premières idées qui est venue, c'est de savoir déjà de focaliser ses efforts là où il y a des risques les plus forts, évidemment. Sauf que c'est facile à dire et c'est peut-être difficile à faire. Et puis, est-ce qu'on peut également défocuser là où on estime qu'il n'y a pas de risque? Est-ce qu'on peut alléger la pression, etc. Voilà. Est-ce que, du coup, peut-être Estelle, si je vous... première à réagir, puis nos amis vont contribuer également? Alors effectivement, notre environnement, il est assez complexe dans le sens où le risque apparaît sans limite et nos budgets, comme tu l'as rappelé Hervé, ne sont pas sans limite eux. Sont limités, alors même si on n'a pas forcément de réduction, en tout cas il n'y a plus cette croissance qu'on a pu avoir ces dernières années. Donc c'est une équation assez complexe à résoudre. Donc effectivement, tout est une question de priorisation
Et quand on dit qu'on priorise, ça veut dire que par ailleurs, on dépriorise, voire on abandonne. Donc ça, je pense que c'est aussi important de vraiment de l'avoir en tête. Et qu'est-ce que ça veut dire quelque part? Ça veut dire qu'on accepte un risque. Et même en faisant tout ce qu'on peut, on acceptera de toute façon un risque, parce que le risque cyber, il est de toute façon beaucoup trop important. Alors faire plus, effectivement, donc limiter, réagir par rapport aux attaques dont on peut faire l'objet, mais il y a aussi la réglementation qui nous demande de faire plus aussi. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc on parle souvent beaucoup d'attaques, d'approche par les risques, réduire le risque, les principaux risques, etc. Effectivement, je pense qu'il faut avoir aussi maintenant une approche vraiment financière en fait du risque, c'est-à-dire mettre les moyens là où on réduit le plus le risque. Donc c'est vraiment, moi c'est ce que j'appelle l'optimisation financière. Je pense que ça n'a pas été fait forcément partout les années précédentes, parce qu'on était quelque part aussi en train de couvrir, ce que j'appelle se mettre hors d'eau, c'est-à-dire vraiment couvrir les principales failles, les principales portes d'entrée dans nos systèmes d'information. Et c'était très bien, il fallait commencer par ça, on a commencé par ça, c'était très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, on entre dans une nouvelle ère, je dirais, qui est de ok, on a fait tout ça, posons-nous 2 minutes pour voir voilà, où est-ce qu'on veut mettre les moyens, avec vraiment une approche qu'on appelle du ROI, donc Return on Investment, là où c'est plus efficace en fait, à moindre coût, on peut couvrir plus de risques. Voilà, donc ça, je pense que c'est très important. Bon, je ne sais pas, peut-être parmi vous, certains ont des budgets illimités, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Donc voilà. Oui, mais peut-être Aurélie, une réaction? Je crois, le micro m'est tendu, le perche m'a été tendu sur le volet réglementaire, et effectivement, pour reprendre, faire plus, c'est faire plus face à une menace qui augmente, qui est en augmentation continue. Vincent Strobel l'a encore évoqué lors de la plénière, donc je ne reviendrai pas sur ses propos, mais à l'agence, on voit donc cette menace qui augmente, étatique, activiste, mais également toujours cybercriminel. Et face à ça, effectivement, on a le levier réglementaire à l'agence. Ce levier réglementaire qui peut être perçu comme on vous en demande plus, on va vous en demander plus. Mais en fait, ce qu'on essaye de faire, l'ambition en tout cas de la transposition française avec NIS 2, c'est d'avoir un travail et d'embarquer un travail de simplification réglementaire, d'optimisation. On veut faire du futur référentiel NIS 2 le socle commun du référentiel et des exigences de sécurité au niveau français, et également faire de l'harmonisation au niveau européen, pour que ce référentiel soit une sorte d'épine dorsale de la cybersécurité, avec une logique de proportionnalité. Ce qu'on essaye de faire, l'ambition via ce référentiel, c'est d'adapter les exigences de sécurité pour des PME, pour donc les futures entités importantes, et ensuite pour les entités essentielles, avoir une approche progressive de la cybersécurité. Et donc on a bien un levier réglementaire qui sera là demain pour vous appuyer et pour vous aider, vous, CISO, à prioriser, comme vous disiez, les risques, et à emmener les petites entités à faire face à leur premier risque, qui est le risque cybercriminel. Le second point qu'il faut voir aussi avec la réglementation, vous en avez sans doute entendu parler, c'est celle du CRA, le Cyber Resilience Act, qui, elle, s'adresse aux offreurs de solutions et de produits, et qui vont mettre des exigences minimales sur les produits de sécurité et sur les services de sécurité. Un exemple tout simple, demain, avec l'entrée en vigueur du CRA, les mots de passe par défaut 000, ça ne sera plus possible. Et on a vu à l'ANSSI, à l'agence, qu'un certain nombre d'attaques, d'incidents qu'on a gérés se font sur des équipements en bordure, des firewalls, des VPN, qui ont exploité des vulnérabilités liées à ces mots de passe par défaut. Et donc demain, cette réglementation sur les produits, sur les services, elle va aussi vous aider à avoir plus confiance dans les risques les plus bas, les plus basiques, pour les gérer. Donc oui, la réglementation peut donner l'impression de vous en demander plus, mais on essaye, nous, et l'ambition est encore une fois de simplifier et d'optimiser l'approche. Patricia, du coup, sur le relief, justement, se focaliser sur les zones à risque et sur là où les certifications vous engagent. Je crois que vous êtes bien servi en tant qu'acteur international en termes de certification. Comment vous arrivez à gérer tout ça?
Oui, alors on a les mêmes problématiques. Alors pour tout ce qui est du ROI, nous, ça n'a pas marché pour Proton. Donc de mettre une valeur financière derrière les risques, on a tenté un coup, mais c'était assez vite abandonné, honnêtement, parce qu'il y avait d'autres éléments de réputation, de choses comme ça, qui ont pris le dessus, puis qui étaient pas, qu'on n'arrivait pas peut-être à mettre un chiffre derrière qui ensuite donnait le bon résultat quand on devait définir sur quoi on travaillait et qu'est-ce qu'on laissait un petit peu de côté. Mais je suis complètement d'accord qu'il faut... Nous, on a aussi l'approche basée sur les risques, comme tout le monde. Mais je trouve que justement, tout le monde est d'accord sur le concept, de manière générale, jusqu'à ce qu'on veuille accepter un risque. Et là, je trouve que c'est assez impressionnant de voir même des gens qui travaillent dans la sécurité depuis des années, quand on dit qu'on veut accepter un risque, qui tout de suite sont un peu plus oui, mais non, mais quand même. On va quand même faire un petit peu quelque chose. Et je trouve que là, la discussion de non, on a dit qu'on acceptait le risque, ça veut dire qu'on accepte le risque et on passe à autre chose. Parce que sinon, justement, on essaye de faire tout en même temps et c'est un peu une catastrophe. Nous, ce qu'on a mis en place et ce que je trouve marche hyper bien, c'était justement un peu une fédération de la gestion de risque, dans le sens où, en fait, on responsabilise beaucoup les chefs des différents départements comment on dit en français, own. En anglais, sinon. Ouais, responsabiliser par rapport au risque, voilà, d'être propriétaire du risque, pardon. Et je trouve que ça, c'est une très bonne façon de faire aussi, parce que au lieu de devenir comme la fonction sécurité centralisée qui dit non à tout, en fait, nous, on a mis le cadre de comment est-ce qu'on gère les risques, comment est-ce qu'on les mesure, comment est-ce qu'on fait toutes ces choses-là, quels sont tous les process. Mais après, un chef de département sera la personne qui acceptera ou non le risque. Et en fait, donc, ils ne viennent pas vers nous pour nous demander des choses pour qu'ils puissent dire c'est la Sécu qui a dit qu'on n'avait pas le droit. Mais on leur dit voilà, nous, on a fait l'assessment du risque, voilà le résultat. Maintenant, vous faites comme vous pensez. Donc, si vous pensez que ça vaut la peine ou que c'est une bonne chose à faire, vous y allez en sachant quels sont les risques. Si avec ce qu'on vous a dit, vous pensez que ce n'est pas une bonne idée, vous n'y allez pas. Et je trouve que cette façon de faire a beaucoup changé dans la mentalité des gens, en tout cas chez Proton. Et je pense que c'est une façon justement hyper efficace de vraiment de faire une vraie sécurité par le risque. Romuald, peut-être, sur la partie justement peut-être identification des risques, outillage lié à tout ça. Oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de prouver quel est le risque. Donc en outillant les entreprises, en leur montrant où sont les risques, on peut prendre des décisions bien plus éclairées. C'est vrai qu'on remarque, nous on a un gestionnaire de mots de passe, quand on propose aux collaborateurs de mettre tous leurs mots de passe dans ce gestionnaire, on va aller essayer de détecter s'il y a des mots de passe compromis. On voit que c'est à peu près 50% des mots de passe qui sont déjà compromis, qu'on peut retrouver sur le dark web, qu'on peut réutiliser pour accéder à des données sensibles. Donc quand on arrive à prouver ça, à montrer au COMEX qu'il y a un véritable enjeu, il y a des véritables vulnérabilités dans l'entreprise, on prend des décisions bien plus éclairées et on permet de débloquer des budgets pour permettre de sécuriser ces accès, pour permettre d'avancer le budget pour les CISO et de montrer quel est l'impact de ces mauvais accès, de cette mauvaise gestion de mots de passe dans l'entreprise. Ça peut être pour les mots de passe, ça peut être pour la gestion des emails, pour voir un peu comment réagissent les collaborateurs face à tel ou tel email, qu'est-ce qui clique sur les liens malveillants, et de pouvoir prouver cette donnée, ça aide à débloquer du budget en entreprise. Luc, peut-être un point de vue, notamment peut-être avec le regard des PME, des PMI qui ont certainement du mal à comprendre déjà les risques et à les prioriser. Oui, tout à fait. En fait, bonjour à toutes et à tous. Au Luxembourg, on a un peu la même problématique. Je pense que c'est équivalent partout. Ce qu'on essaye de faire, c'est une approche pragmatique, donc sur l'approche risque par défaut. On prend les identifiants, on essaie de faire un inventaire. Première chose, c'est de poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans le parc informatique du client? La majorité, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Comment identifier à ce moment-là des risques si on ne sait même pas, ce qu'il y a dans l'entreprise? Donc on fait d'abord un assessment, première chose, et on essaye d'avoir un rôle important, et ça on l'a expliqué juste avant, un rôle important au COMEX, et le CISO doit avoir un point d'entrée au COMEX pour remonter les risques directement et obtenir des budgets et montrer cette analyse de risque.
on prend tous les référentiels ISO 27001, NIS 2 et autres, imposent une analyse de risque globale, mais on ne peut pas tout faire, donc il faut faire en effet cette priorisation. Et c'est au CISO de montrer quelle est la priorité et de bien comprendre cette analyse de risque. Alors il y a plein d'outils gratuits, et donc on essaye évidemment de ne pas arriver avec des budgets rien que pour faire une analyse des risques, donc il faut que le CISO soit formé pour ce genre de choses. Merci. Un deuxième axe qui avait été évoqué en préparation, alors ça parle probablement en plus aux grands groupes, c'est qu'on va trouver dans les grands groupes en fait des entités qui traitent, pas nécessairement chacun dans leur coin, mais qui traitent de certaines réglementations. Donc on va retrouver des silos par type de certification, par type de normalisation, et puis on retrouve dans les métiers chacun qui développe un petit peu la même chose. Donc il y a un enjeu probablement d'industrialisation, de rationalisation, de mutualisation qui permet normalement, en tout cas sur le papier, de réduire les coûts, de contenir les coûts. Est-ce que, peut-être Aurélie, est-ce que NIS 2 déjà est une réglementation en plus qui va ramener du coup des contraintes en plus, ou est-ce qu'on peut la voir comme justement un levier pour industrialiser et du coup gagner en efficacité? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, encore une fois, la réglementation est toujours perçue et assez légitimement comme quelque chose en plus. Mais à NIS 2, on a bien une logique d'avoir une réglementation horizontale au sens d'avoir donc ce socle commun d'exigences de sécurité qui pourra s'appliquer à tout secteur, qui pourra avoir des équivalences avec des réglementations existantes. Donc on est bien sur une base commune sur laquelle les spécificités sectorielles et les réglementations sectorielles viendront compléter, et après on monte en niveau de sécurité. Donc ça va permettre effectivement de rationaliser au sens où vous, RSSI, on a l'ambition à ce que ce soit plus clair pour vous, que vous ne vous retrouviez pas face à un foisonnement de réglementation, mais bien un cadre réglementaire lisible et applicable. Et sur l'application, on reviendra peut-être plus tard sur notamment ce qui va être mis en œuvre et l'accompagnement pour vous aider sur cette mise en œuvre. Aurélie, Patricia, Estelle, Patricia, est-ce que vous avez réussi à mettre en place des sujets où est-ce que vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets de mutualisation, d'industrialisation? J'imagine que oui. Ouais, alors rapidement, nous, alors chez Proton, c'est très décentralisé. Beaucoup de choses sont très décentralisées. Donc en effet, quand on essaie de mettre quelque chose en place, des fois ça peut être assez difficile parce que les process sont tellement différents qu'on n'arrive pas forcément à faire un truc qui fonctionne pour tout le monde. Donc ce qu'on essaie de faire de manière générale, c'est d'avoir un peu un modèle hybride où on a une partie qui est gérée centralement, alors déjà les politiques, les process, ces choses comme ça, et puis peut-être déjà de l'outillage centralisé. Mais on permet aux différents départements de faire aussi les choses à leur façon, que ça s'intègre au mieux dans leur process. Donc on essaye de gentiment les pousser dans notre direction, mais on leur donne la possibilité quand même de faire à leur façon. Et comme ça, on essaye d'avoir un peu le meilleur de deux mondes. Donc ils doivent quand même répondre aux critères qu'on a mis en place, mais par contre, ils peuvent le faire vert ou violet, peu importe au final, tant que c'est fait. Donc nous, c'est un peu l'approche qu'on prend, mais pour tout plein de choses. Vraiment, dans presque tous les contrôles de sécurité sont faits comme ça. Alors peut-être que je peux rebondir effectivement. Donc la mutualisation, je pense que c'est un mot assez clé. Déjà, c'est le principe même de l'assurance, la mutualisation. Donc ça nous parle beaucoup en tant qu'assureur. Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs axes sur la mutualisation, plusieurs périmètres, si je puis dire. Le premier, c'est déjà, ne serait-ce qu'au sein de mon groupe, effectivement. Donc c'est ce que tu disais un peu, Patricia, c'est-à-dire que le groupe CNP, c'est plusieurs entités. De taille très variée, avec des SI décentralisés. Donc, partant de là, voilà, des réalités très différentes selon les entités, selon les pays. Mais ça n'empêche qu'au niveau du groupe, on peut quand même centraliser quelque part ou harmoniser peut-être plus certaines pratiques. Donc nous, le parti qu'on a pris, c'est quelque part un catalogue de services pour nos filiales.
un catalogue de services où certains sont obligatoires et d'autres sont facultatifs. Donc dans les obligatoires, évidemment, on va avoir, par exemple, notre référentiel de sécu d'évaluation des risques. Ça, c'est obligatoire pour tous parce qu'on doit avoir la même vision partout. On a aussi des outils, je pense notamment à notre outil de suivi des vulnérabilités qui est centralisé parce qu'on a besoin d'avoir cette vision globale également. Et d'autres qui sont facultatifs à la carte. Et en fait, en faisant ça, quelque part, c'est de l'efficience pour tout le monde. Alors, pas que financière, hein, d'ailleurs, mais parce que c'est des contrats qu'on va faire une fois pour tout le groupe. Donc ça veut dire aussi que les achats, le juridique, c'est pas juste chez les RSSI, hein, mais achats juridiques aussi, quelque part, ils gagnent du temps. Et aussi, forcément, quand on est plus gros, en général, on a des meilleurs tarifs. Hein, ça, je ne vous apprends rien. Donc ça, c'est aussi un axe. Donc c'est vraiment déjà, voilà, au sein du groupe, d'essayer de mutualiser ce qu'on peut. Enfin, voilà, c'est aussi parce que j'ai une réalité qui fait que mon groupe est assez fragmenté. Je pense qu'il y a un deuxième axe également, c'est la mutualisation, je dirais, au sein de notre écosystème. Donc on vit dans un écosystème très large et je pense notamment à nos tiers. Parce que assommer nos tiers à coup de questionnaire, chacun va poser ses propres questions dans un ordre différent, c'est pas forcément non plus efficace pour l'écosystème en général. Là, je parle de mes tiers, mais bon, je suis moi-même un tiers, hein, donc voilà, j'ai aussi connu ça. Hein. Et donc là, si je parle de CNP en particulier, on a choisi une solution du marché pour évaluer nos tiers. Ce qui permet effectivement aux tiers d'effectivement le partager à d'autres clients. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail au sein de la communauté pour converger quelque part vers... alors je ne sais pas si ça pourrait être un questionnaire proposé par notre régulateur par exemple, mais ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs, ou alors plus travailler aussi sur les équivalences entre les différentes certifications. Tu parlais des certifications, voilà, il y a des différentes certifications qui existent, voilà, essayer de trouver des équivalences pour pas s'assommer les uns les autres à coups de questionnaire, quoi, globalement. Est-ce que Romuald ou Luc, côté offreur de solutions, est-ce que vous voyez des axes de mutualisation? Est-ce que vous avez des offres qui seraient un peu all-in-one, en fait, qui permettraient idéalement d'éviter l'éparpillement des solutions que l'on voit, où le RSSI est souvent en train d'installer 20 solutions qui sont toutes complémentaires pour des coûts qui sont extrêmement importants, etc. Est-ce qu'il y a un axe d'optimisation en termes de solutions et d'offres? Alors oui, effectivement, on voit qu'il y a une multiplication des outils qui sont utilisés en entreprise et donc on va proposer une mutualisation de ces outils. Nous, on va aller détecter tout ce qui est vulnérabilité humaine, donc on va pouvoir croiser les données entre le comportement face à un email, entre la gestion de son mot de passe ou son niveau de sensibilisation à la cybersécurité. Et c'est important de pouvoir croiser ces données, de pouvoir mutualiser toutes ces données pour avoir les bonnes alertes au bon moment. Si je suis bien sensibilisé à la cybersécurité et que je reçois un mail potentiellement malveillant, c'est moins grave pour la DSI qu'un nouveau collaborateur qui arrive en entreprise et qui clique sur des liens à tout va. Donc on va pouvoir mutualiser toutes ces données, les croiser et pouvoir alerter le manager ou le DSI au bon moment. Donc dans tout ce vacarme d'alertes qu'on reçoit au quotidien, on va pouvoir quantifier ces alertes, les préciser et alerter vraiment au bon moment. C'est la bonne alerte, c'est souvent celle qu'on ne va pas générer et qu'on ne va pas alerter parce que le problème n'est pas si grave que ça. Il faut bien prioriser et grâce à la mutualisation de ces outils, on va pouvoir définir la bonne alerte au bon moment pour la bonne personne. Donc c'est important de pouvoir croiser toutes ces données. Oui, je pense que tout a été dit. Hein, donc, dans notre cas, on travaille avec beaucoup de PME, donc c'est très compliqué évidemment d'imposer des outils. Donc la première chose, c'est évidemment d'avoir un bon référentiel, une bonne CMDB. Et ce qu'on propose à nos clients, c'est un mappage entre une norme qu'on s'est fixée, qui est la ISO 27001, et on essaye de faire un mappage avec toutes les nouvelles réglementations. Alors au Luxembourg, il y en a encore d'autres. Il y a toute la CSSF, il y a d'autres circulaires, il y a l'ILR. Et certains de nos clients sont complètement perdus. Et donc, à partir du référentiel international, on arrive à faire un mapping entre toutes les nouvelles réglementations et ne pas refaire et réinventer la roue à chaque fois.
Et donc ça, c'est super important. Et on arrive à mutualiser pas mal de choses. Alors c'est différent des grands groupes. Dans la mutualisation, on part à l'intérieur du groupe, mais nous, on mutualise par rapport à tous nos clients pour réduire les coûts et arriver à proposer ce qu'on appelle du CISO as a service, enfin RSSI as a service, parce que les clients n'ont pas les moyens de se prendre un CISO en interne, donc, et avoir cette séparation par silo et autres, donc ça c'est super important, quoi. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, quand on voit le nombre de stands qu'il y a en bas, on voit les offres de solutions qui sont extrêmement précises, morcelées. Vous voyez, je ne sais pas si quelqu'un voit une émergence, en fait, se dire finalement l'offre globale, all-in-one, avec toutes les fonctions de sécurité, est-ce qu'elle existe aujourd'hui? Est-ce que vous sentez qu'on va vers une concentration, en fait, avec des offres complètement packagées qui apportent toutes les fonctions de sécurité et qui permettraient du coup de réduire les coûts? Ou est-ce qu'on est encore en train de faire son marché sur toutes les fonctions de sécurité? Je ne sais pas si vous avez un avis, Estelle ou Patricia. Alors j'ai un avis, mais il n'est pas tranché. C'est-à-dire que chez SNP, effectivement, on a un empilement d'outils différents, comme beaucoup d'entre vous, je pense, qui se sont faits, c'est un peu le poids de l'histoire, hein, ça s'est fait au fil de l'eau, on a vu un trou, on l'a comblé avec un outil, voilà. Donc c'est ce que j'appelle effectivement un empilement d'outils, ce qui du coup est compliqué aussi à gérer au quotidien, hein, à tout gérer dans tous les sens quelque part. Alors déjà, si je parle déjà de la réalité aujourd'hui, déjà un empilement, et en plus, je pense qu'on n'exploite pas tout à 100%. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose que vous connaissez, hein. Donc là, d'un point de vue ROI dont je parlais, donc pas que financier, mais ROI, alors là, on n'est pas bon du tout, parce que si on paye quelque chose qu'on n'utilise pas, c'est pas de la gestion de bon père de famille, hein, ça clairement, voilà. Donc je pense qu'il y a déjà le premier axe, avant même de parler de changer, c'est bien connaître les outils qu'on a déjà et les exploiter au maximum de leur capacité. Ceci étant dit, je pense qu'il faut aussi, maintenant qu'on a comblé les principaux trous, il faut aussi se reposer la question, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est exactement la façon dont on veut procéder, cette myriade d'outils différents? Donc on est tout début du process, hein, chez nous, vraiment, parce qu'il y a aussi une vraie résistance au changement, je pense, c'est-à-dire qu'on a un peu toujours fait comme ça, on est satisfait de cet outil, pourquoi changer? On voit pas, certains ne voient pas forcément l'intérêt, ou voient peut-être aussi la charge de travail associée si on change d'outil. Ça, je pense que c'est aussi à prendre en compte. Un changement d'outil, c'est pas du tout neutre. Maintenant, effectivement, c'est ce qu'on appelle un peu la plateformisation, donc se dire qu'on va aller vers un éditeur particulier qui va nous couvrir un certain nombre de nos besoins, ça crée un problème de dépendance. Donc ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Veut-on être dépendant d'un éditeur en particulier? Ça veut dire que peut-être les tarifs futurs nous seront complètement imposés, et que si ce tiers a un problème, on est impacté sur un gros périmètre. Donc, je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'il faut se la poser. Je pense qu'il y a un juste milieu aussi entre un éditeur unique, là je schématise, mais un éditeur unique et une myriade d'instruments. Je pense qu'on peut peut-être trouver un juste milieu. Mais voilà, pourquoi j'ai pas un avis si tranché. En tout cas, actuellement, chez SNP, on se pose cette question-là. Ce qui veut dire aussi, faire évoluer les mentalités et conduire quelque part un changement, parce que c'était vraiment pas ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Peut-être juste pour rajouter un point, alors moi non plus, à titre personnel, j'ai pas d'avis tranché et à l'agence non plus, mais par contre la question qui se pose et à laquelle les offreurs vont devoir répondre demain, c'est comment on adresse les PME, comment on met en place et on fait émerger des offres packagées pour accompagner les petites entités, les PME, les petites collectivités territoriales à franchir le premier niveau de cybersécurité, à s'engager dans cette démarche de sécurisation. Parce que là, on a beaucoup d'offreurs, il y a beaucoup de solutions, et effectivement, il y a sur beaucoup de grands groupes, vous avez plein d'outils, etc. Et donc, il y a la logique de comment on rationalise tout ça. Mais la petite entreprise, le DSI dans une PME qui ne sait pas faire de la cybersécurité, comment on l'embarque et comment on fait globalement monter le niveau de sécurité de ce tissu économique et social également. Alors moi, je vais donner la perspective de Proton et c'est peut-être
pas le cas de la plupart des gens, je ne sais pas, ça peut-être dépend de l'entreprise, mais nous, on n'achète presque rien. Enfin, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, en termes de sécurité, on a tout construit nous-mêmes. Donc avec à la base d'outils open source. Donc on n'a pas cet empilement, on n'a pas ce problème-là. Alors peut-être qu'on a d'autres problèmes, bien sûr, mais on n'a pas celui-là. Par contre, on a aussi, parce qu'on construit tout nous-mêmes et qu'on essaie de prendre des morceaux de choses qui existent pour en faire des choses plus grandes, nous, on a souvent croisé le problème de l'incompatibilité de certains systèmes qui n'utilisent pas des standards SAML ou j'en sais rien quoi. Et du coup, ça c'est pour nous, c'est une des choses les plus importantes. C'est est-ce qu'on peut prendre deux choses et les faire travailler ensemble. Et ça, du coup, déjà, il faut que ce soit open source, sinon on ne peut pas toucher. Il faut qu'il y ait les standards qui existent, idéalement toutes ces choses-là. Donc, pour le peu d'outils commerciaux qu'on utilise, nous, un de nos plus gros problèmes en ce moment, c'est la taxe SSO. Parce que justement, pour pouvoir avoir le droit de faire du SSO, donc d'utiliser notre gestionnaire d'identité et tout ça interne, il faut toujours avoir les licences du niveau d'au-dessus. Et puis c'est pas toujours, souvent, c'est seulement ce feature-là qui nous intéresse dans la licence d'au-dessus, et du coup on n'arrive pas à le justifier. Donc on doit construire énormément de choses tout autour de ça pour pouvoir en fait juste pallier à ce petit bout-là. Donc peut-être pour les éditeurs, c'est un petit clin d'œil. Ça serait bien de ne pas avoir de taxe SSO pour nous. Ça nous serait très utile, si jamais. C'est vrai que nous, de notre côté, sur la multiplication des solutions, on va plutôt justement proposer des multiples solutions sous une même plateforme. C'est pouvoir justement engager le DSI sur une seule et même plateforme, qui n'est pas à devoir jongler entre différents outils. Donc nous, notre objectif, c'est de multiplier encore les solutions, mais de manière unifiée au sein d'une même plateforme, et aussi pour engager le collaborateur final. Parce que c'est important pour un collaborateur de devoir jongler aujourd'hui entre différents outils. C'est fatigant. On parle beaucoup de SaaS fatigue, de devoir avoir un outil pour les mots de passe, un outil pour les mails, un outil pour X ou Y raison. Donc nous, on va plutôt multiplier les solutions au sein d'une même plateforme pour faciliter l'engagement, pour faciliter la prise en main au quotidien de ces solutions. Donc nous, on va plus vers la tendance de tout unifier pour les collaborateurs finaux. Oui, c'est un beau paradoxe, parce qu'en PME, on essaye justement d'avoir le moins d'outils. Plus on a d'outils, plus on augmente la surface de risque. Et on se rend compte que les PME, ils ont une problématique. On va chercher un outil, mais il faut d'abord rationaliser un petit peu. Notre rôle en tant que start-up, et on essaye d'aller voir un petit peu nos clients, de faire l'inventaire de tous les outils, essayer de réduire. Il y a parfois beaucoup de doublons. Parfois, ils ont des outils, ils ne s'en souviennent même plus. Il y a des logs. Qui est présent pour lire les logs? Et donc, on essaye évidemment de rationaliser ces outils. Alors, je suis d'accord d'avoir une seule plateforme. Et après, la question se pose, on met tout dans un outil, et qu'est-ce qui se passe s'il tombe en panne, quoi. Donc, il faut penser au plan de désastre, au plan de maintenance. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. On essaye toujours d'avoir le moins, mais il faut penser aussi en cas de problématique. Et j'ai vécu des cas de clients où ils n'avaient plus accès à leur mail, pas penser au désastre, qu'est-ce qui peut se passer. Donc c'est assez intéressant. On n'a pas parlé alors on a parlé d'outillage, on est en train de creuser tout ça, et on n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle. Est-ce que ça permet de réduire les coûts aujourd'hui? Est-ce que ça va permettre demain, de votre point de vue? Est-ce que vous allez recruter des IA, entre guillemets, sur les tâches simples? Alors déjà, peut-être les niveaux 1 du SOC, et peut-être beaucoup plus largement sur certaines analyses ou des points de conformité. Est-ce que c'est une promesse à laquelle vous adhérez, et vous pensez que ça va permettre de réduire les coûts ou pas? On parle de LLM ou on parle de IA? On parle de l'IA plutôt. IA. Ouais, alors non. Alors on a des utilisations de LLM, donc de nouveau des LLM internes, parce qu'on fait pas confiance. Et ça marche assez bien pour des scopes assez limités, mais ça marche. On les utilise.
au-delà de ça, en tout cas pour l'instant, je pense que nous, on observe un petit peu plus pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Parce que de nouveau, de toute façon, si c'est une IA faite par un GAFAM, c'est non. Donc, à partir de là, on attend. J'allais dire la même chose, j'allais dire wait and see. C'est-à-dire que voilà, je pense qu'on attend aussi que d'autres essuient les plâtres pour nous, j'avoue, hein, très clairement. Mais on n'est pas fermé non plus, hein, donc je pense qu'il faut voir ce que ça peut donner. Après, sur le point de vue de... Je suis pas sûre que ça va nous faire gagner des sous, pour le dire clairement. Je ne suis pas sûre, mais l'avenir nous le dira. Moi, je ne suis pas d'avis. Je pense que, en tant que start-up, on a une grosse difficulté, c'est de trouver des bonnes ressources, des talents. Et mon objectif, c'est pas faire de la bureautique. Donc, j'utilise aussi de l'IA pour corriger certains documents. Maintenant, il y a un risque d'une fuite de données. Donc ça, on essaye d'expliquer aussi à nos clients de faire bien attention à protéger ces données, d'avoir des données dans des clouds souverains, si possible. Et on l'a remarqué, j'ai eu 2 clients la semaine passée qui m'ont demandé, c'est un peu utopique, mais de sortir de la dépendance américaine. C'est très compliqué, un très beau challenge. Et on se rend compte que l'IA, tout le monde veut y aller, mais moi je pense qu'il faudra y aller, mais bien en tant que CISO, de bien analyser les risques, de refaire une analyse de risque. Qu'est-ce qu'on accepte en termes de protection des données, de la confidentialité des données. Parfait. Un autre axe qui était venu dans nos réflexions, en fait, alors peut-être j'ai croisé un CISO l'année dernière qui m'a dit moi j'ai pas de budget et du coup je fais bosser les autres. Alors c'était sous le format de la boutade, mais en disant finalement c'est les projets qui portent des risques avec leurs projets, les métiers, et donc je vais taper dans le budget des métiers. Et j'ai pas de budget CISO centralisé. Bon, ça veut dire que ça, c'est pas nécessairement. Enfin, je ne sais pas déjà si c'est une pratique, si c'est une bonne pratique. Et s'il y a un gain global pour l'entreprise, mais en tout cas pour le CISO, c'est probablement un axe, en tout cas court terme. Et ce qu'il y a, le fait de faire bosser les autres globalement, mais ça peut être beaucoup plus large, beaucoup plus noble de s'appuyer sur des fédérations, des organismes qui, au-delà de pondre des livres blancs, en fait, vont beaucoup plus loin et vont fédérer, aider dans ces logiques de réduction de coûts. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est jouable? C'est ce qu'on veut faire? Je fais énormément ça. Je fais ça avec presque tout. Pour plein de raisons. Alors peut-être pour donner un exemple, on avait défini un programme pour évaluer les connaissances de programmation sécurisée chez les ingénieurs, enfin chez les développeurs. Et selon les résultats, certaines personnes devaient faire un cours. Alors nous, on a trouvé un cours, on a dit c'est celui-là. Par contre, comme j'avais défini les chefs des départements qui ont en fait aussi cette responsabilisation et ce ownership des risques, au final, c'était la raison pour laquelle on avait fait ça au début, c'était parce qu'il y avait un risque qui a été identifié par les chefs des départements, enfin de nos produits, qui disaient qu'ils pensaient qu'on pourrait faire mieux à ce niveau-là. Donc quand ils sont venus ensuite vers moi me dire mais ton cours il est nul, j'ai dit mais déjà c'est pas mon cours, c'est vous qui avez décidé qui ne voulez pas accepter le risque lié aux compétences techniques en sécurité des développeurs. Déjà c'est vous qui m'avez demandé de faire cet assessment-là. Maintenant, avec les résultats, alors oui, on a mis le curseur quelque part parce qu'il fallait le mettre quelque part. Si vous voulez faire un autre cours parce que vous pensez que celui qu'on a défini n'était pas bon, il n'y a aucun problème, mais c'est à vous de le choisir, c'est à vous de le trouver et c'est ensuite à vous de le faire suivre par vos équipes. Et j'ai vu vraiment chez certains un déclic. Déjà, quand je leur ai dit que mais c'est votre risque, c'est pas le mien. Moi, je me porte bien. Si vos développeurs, c'est pas tellement mon problème, un petit peu quand même, mais voilà. Et ils se sont dit ah oui, c'est vrai. En fait, c'est moi qui voulais pas. Enfin, c'est moi qui n'étais pas à l'aise avec ce niveau de risque pour mes développeurs. Donc déjà, ça change la mentalité. Et quand je dis mais il n'y a aucun problème, choisis un autre cours.
tout de suite, c'était pas on va repousser la sécurité, puis j'ai pas envie que telle et telle personne perde son temps à faire un cours. C'était plutôt de dire ok, telle et telle personne n'ont pas fait une très bonne note dans cet assessment. Qu'est-ce que moi je pense serait une meilleure utilisation de leur temps? Et du coup, en fait, ils sont venus avec plein de cours différents. Et maintenant, en fait, on a aussi un catalogue de plein de cours différents selon si c'est du back-end, du front-end, peu importe le langage, la plateforme, etc., etc. Et en fait, du coup, j'ai trouvé c'était un exemple assez parlant de comment en fait avoir un assez grand impact de quelque chose qui est assez important, et surtout qu'en fait la majorité de l'effort n'était pas faite par nous. Donc nous on a mis ce cadre, on a rappelé aux gens qu'il y avait une raison pour laquelle on faisait cette chose-là, on leur a aidé à faire certaines choses, mais en fait après c'était à eux de faire la police de mes équipes n'ont pas suivi le cours, ou ils ont suivi le cours, ou alors on aimerait le décaler de quelques semaines parce qu'il y a une deadline, etc. Mais en fait tout ça c'est eux qui l'ont fait et c'est pas nous. Et j'ai trouvé ça d'une efficacité assez redoutable. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. D'ailleurs, je pense que faire bosser les autres, déjà, moi, j'adore ça, clairement. On a déjà beaucoup de boulot, donc si on peut en déléguer ou en donner à d'autres, c'est parfait. Je pense qu'effectivement, là, tu parles en interne. C'est toute la question, finalement, et c'est ce que tu dis, du risque-honneur. Le risque-honneur, c'est le métier. Donc, c'est exactement ce que tu dis. C'est un peu l'inversion de la preuve, quelque part. Alors ceci étant dit, si on dit ça, et donc on dit on va faire bosser les métiers en interne, d'un point de vue global, il faut quand même être bien conscient que le coût reste dans l'entreprise. Donc il n'est pas dans le budget du ciseau, mais bon, il est quand même dans l'entreprise. Mais pour autant, donc même si d'un point de vue global, financier, ça ne va rien changer, je pense que c'est très important parce que ça permet effectivement de responsabiliser les métiers. Ce sont eux qui acceptent les risques, même s'ils n'en sont pas conscients tout le temps. Donc pour moi, c'est vraiment une question de responsabilisation. Et finalement, là tu parlais de la formation, mais en fait c'est vrai pour plein de choses, et c'est ce que on essaye de faire de plus en plus chez CNP, par exemple, faire prendre déjà conscience aux différents métiers, donc ça s'appelle des BU chez nous, aux différentes BU de leurs propres risques de sécurité. Donc on a fait ce qu'on appelle des maturités sécurité BU. Et donc c'est un PowerPoint assez resserré qu'on va présenter au CODIR des différentes BU régulièrement. Et c'est vraiment leur présenter leurs risques. Donc ça veut dire par exemple déjà leur expliquer leur parc applicatif. Parce que chez moi en tout cas, les métiers souvent ils ne savent même pas quelles applications ils ont dans leur périmètre. Sur ces applications, est-ce qu'il y a des vulnérabilités par exemple ? Est-ce que tous leurs collaborateurs sur leur périmètre ont bien suivi la formation annuelle de cybersécurité ? Est-ce qu'ils sont sensibles au phishing, peut-être plus ou moins que la moyenne de l'entreprise en général ? Ça marche bien, parce qu'en général, ils n'aiment pas être les derniers de la classe. Est-ce qu'ils ont de l'obsolescence sur les serveurs sur lesquels leurs applications sont hébergées, etc. Donc en fait, on peut aller très très loin en tirant le fil. On a aussi leurs tiers. Est-ce que leurs tiers sont suffisamment sécurisés. Enfin, pareil, là, les tiers, en général, ils ne les connaissent pas. En général, on leur amène la liste et ils découvrent des tiers qui sont dans leur périmètre. Donc, voilà, je pense que ça peut aller très, très loin déjà. Donc, c'est vraiment l'idée déjà de leur faire prendre conscience de leurs risques et donc des risques qui, de facto, ils les acceptent, in fine. Même si on s'attelle à les réduire. Ça, c'est donc c'est vraiment déjà leur faire prendre conscience. Et après, leur faire prendre conscience qu'en fait, quand ils font un projet, dans le projet, il faut prendre en compte le coût des mesures de sécurité, quand on va lancer l'application, par exemple, mais aussi dans le temps, le maintien en conditions de sécurité. Ça, c'est quelque chose chez CNP qui est pas du tout pris en compte actuellement, donc on s'y attelle, mais parce qu'un projet, c'est pas juste le projet et puis après, on oublie tout. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi maintenir en conditions de sécurité, et ça, trop souvent, il n'y a pas du tout, eu de budget sanctuarisé quelque part pour les années à venir en se disant mais attendez, il faut bien qu'on pense parce que l'année prochaine et l'année d'après, on aura ça et ça à faire. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui est complètement oublié. En tout cas chez moi. J'espère que c'est différent chez vous. Ça, c'est le premier axe pour l'interne. Et après, effectivement, tu parlais des fédérations, des associations. Donc moi, je suis effectivement administratrice du CESIN. Bon, le CESIN, c'est une des associations qui permet de le faire. Donc avec tout un tas d'événements, de livrables, de publications.
Je pense que c'est vraiment au sein de la communauté des ciseaux, c'est hyper important de partager l'expérience, de faire du mentorat, de faire des retours d'expérience sur les outils, parce que ça aussi c'est important. On parlait de la myriade d'outils. Bon, voilà, avoir un retour vraiment terrain et pas juste le commercial qui nous vend sa solution miracle. Ça, je pense que c'est très important. Et c'est quelque chose aussi, personnellement j'y crois beaucoup, c'est ce que j'appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire que parce que quelqu'un aura présenté quelque chose, on aura retenu une idée, et donc du coup ça va nous donner plein d'autres idées. Je pense que ça c'est hyper important aussi. Donc je pense que c'est pas faire vraiment bosser les autres, mais c'est plutôt là bosser ensemble. C'est un peu cette idée-là finalement. Donc voilà, moi c'est un sujet qui me parle en tout cas. En tout cas, je peux que souscrire à cet appel à travailler ensemble, parce que quand on dit faire plus avec moins, à l'agence, on est directement concerné aussi par ça. Alors peut-être pas avec moins, je dirais pas jusque-là, mais faire plus. Demain avec Nice 2, je reviens toujours à ça, on fait plus fois 10, fois à 15 entités en plus, un multiplicateur 10 à 15 sur les entités qui seront régulées demain, avec donc un besoin d'accompagnement décuplé. Et donc on a un sujet de décupler l'action de l'agence pour aller toucher toutes les entités et pouvoir les accompagner. Et pour ça, effectivement, on passe par une stratégie de relais via les fédérations professionnelles, le Césin en particulier, mais les fédérations aussi sectorielles, etc., auprès desquelles on va encore mener des consultations sur la mise en œuvre du dispositif Nice 2, sur les aspects réglementaires de ce dispositif, pour consulter l'écosystème, avancer ensemble sur tous ces aspects. Donc oui, sur les relais, c'est important. L'autre stratégie qu'on met en œuvre et sur laquelle j'attire votre attention, c'est une stratégie un peu d'industrialisation de nos services par la numérisation de ces services. Hier, on a lancé Mes Services Cyber, qui est une plateforme en ligne où vous allez trouver un certain nombre de ressources, de services sur les thèmes habituels de l'agence, qui sont s'informer, se préparer, répondre. Et donc, vous allez pouvoir y retrouver des informations sur Nice 2, un test d'éligibilité par ce qu'on appelle Mon Espace Nice 2, mais également, il y a pour les plus petites entités un test de maturité qui est proposé et plein d'accès donc aux services de sécurité de l'agence. Donc Mes Services Cyber, c'est aussi un moyen de vous accompagner et évidemment avec l'ensemble de l'écosystème. Oui, je rejoins entièrement ce qui vient d'être dit. Au Luxembourg, on a la même chose. En fait, on a des fédérations sectorielles et on partage aussi en tant que CISO. Ça fait quand même plusieurs années que je suis CISO RSSI, pardon, sur certains groupes. Et on a créé du networking, un partage d'expérience entre RSSI. Je pense qu'en France, vous avez le CLOSIF, je pense, qui permet aussi c'est des clubs de sécurité qui permettent de partager de l'information, essayer de voir qu'est-ce qui marche chez certains clients et d'autres. Et pour nos clients, on utilise aussi énormément de Robotic Process Automation. On essaye de faire de nouveau plus avec moins. En général, ils ont souvent maintenant des outils qui sont présents. Ce qui nous permet évidemment de réduire les coûts et de faire beaucoup moins d'erreurs humaines sur de l'automatisation, on va dire, classique. Et je pense que le partage d'informations est pour moi très très important. On réalise énormément de séminaires, de webinars pour donner de l'information à nos clients. Nice 2 et Dora qui sont des nouvelles réglementations, et on a la même problématique au Luxembourg. Donc. Est-ce que c'est typiquement ces fédérations, à parler du Césin, du CLUSIF, et après les fédérations professionnelles, genre la CAPEB pour le bâtiment avec lesquels on discutait, est-ce que ces gens-là, ils ont vocation à faire juste, ce qui est déjà beaucoup, des retours d'expérience, des white papers, des visions, ou est-ce qu'un cran plus loin, on pourrait se dire qu'ils pourraient influer justement sur les offreurs de services pour réduire les coûts, pour les flécher vers les solutions all-in-one un peu moins morcelées, on va dire. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ces livres blancs, ces retours d'expérience, ou est-ce que c'est une utopie? Non, c'est pas une utopie. Il faut parfois donner pour recevoir, et je pense que
Le partage d'informations, et je le vois au sein de ma start-up, c'est vous devez partager votre savoir déjà aux nouveaux talents qui arrivent, et pourquoi pas donner de l'information aux clients, pas forcément systématiquement attendre quelque chose en retour. Des bonnes pratiques appliquées parfois peuvent sauver un client. Donc pour des grands groupes, c'est peut-être pas un problème d'avoir une cyberattaque parce qu'ils ont assez de moyens et des assurances. Une PME au Luxembourg et je pense même ici en France, si elle se fait cyberattaquer, je pense qu'elle aura du mal à se redresser. Donc c'est important de partager de l'information et se protéger contre les hackers, les attaquants. Et voilà. Moi je pars du principe que donner pour recevoir, ça marche aussi, et des livres blancs, on en fait aussi. Il faut arriver à donner de l'information gratuite. Après, j'ai envie de dire, essayons, et puis on verra bien. Enfin, on ne pourra pas savoir si c'est possible ou pas si on n'a pas essayé. Mais je pense qu'on le fait déjà en partie. Et pas que par les associations. Enfin, là, pour le coup, je vais parler de CNP. Chez CNP, on a un fonds d'investissement dans les startups qui s'appelle Open CNP. Et en l'occurrence, on a investi dans des startups de cyber, 4. Donc, je siège au board, parfois, ou pas forcément moi d'ailleurs, mais enfin, quelqu'un de CNP. Et en fait, c'est aussi une autre manière d'influencer les éditeurs. C'est-à-dire que je suis à la fois cliente et actionnaire, donc il faut aussi profiter de ce positionnement privilégié quelque part pour influer sur les éditeurs. Donc je pense que ça peut être aussi une piste. Alors voilà, les investisseurs, il y a aussi parfois des fonds qui n'ont rien à voir avec la cyber, mais si on a ce ticket d'entrée quelque part, je pense qu'il faut vraiment aussi l'exploiter. On n'a pas trop parlé, enfin on a peut-être tourné un petit peu autour de logiciels libres. Est-ce que c'est toujours une cible en fait pour réduire les coûts des solutions de sécurité? C'est toujours quoi? Sur le logiciel libre. Est-ce que ça représente un vrai axe où on se dit finalement on va pas payer de licence parce qu'on va partir sur du libre? Alors, pour nous, c'en est une, ouais. Après, je ne sais pas si c'est réaliste pour tout le monde, mais nous, alors, comme je dis, on utilise énormément. On contribue aussi. Déjà, tous les produits Proton sont open source. On maintient aussi la librairie OpenPGP, donc on prend, on donne aussi. Donc pour nous, c'est clairement une solution. Il y a énormément de choses qui existent. Et ouais, je pense que c'est une mentalité. Et je pense que si on n'a pas l'habitude de cette mentalité-là, c'est difficile de l'accepter ou de partir dans cette direction-là. Mais maintenant que je suis chez Proton depuis bientôt 4 ans, je vois qu'en effet, ça a l'air de vraiment être une vraie solution, je pense. Oui, je pense que le logiciel libre, c'est intéressant, ça permet de réduire les coûts, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des coûts cachés dans les logiciels libres. Donc il faut des bonnes personnes qui sont capables de débugger certaines applications. On trouvera plus facilement un ingénieur Windows, Microsoft ou autre application standard que dans des logiciels libres. Donc j'étais pas partant pour du logiciel libre, mais force est de constater que quand on crée une société, on regarde les coûts aussi de sa structure et on utilise du logiciel libre, mais quand vous avez un souci sur l'outil, c'est très très compliqué. Mais je pense qu'il faut y regarder, ça c'est clair. Je pense que pareil, en fait, moi j'ai pas du tout de dogme logiciel libre ou non. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se fermer des portes. Notamment les logiciels libres pour les petites entités qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, c'est souvent une solution aussi. Moi, j'aime bien aussi les solutions, ce que j'appellerais hybrides, c'est-à-dire qu'il y a une version libre et il y a une version payante. Ça permet de tester la version libre, de faire un POC quelque part, en libre, donc pas de contrat à prévoir, etc. Donc c'est très simple à faire. Et puis si jamais on veut aller plus loin, dans ce cas-là, passer sur la version payante ou rester sur la libre d'ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas de... Donc voilà, je pense que, en tout cas, nous, on ne se l'interdit pas. Je pense que ça peut aussi être une piste de réflexion, notamment sur la question des moyens. Il y a aussi l'option d'avoir, il y a beaucoup de logiciels libres où on peut payer pour avoir justement le service, le conseil, la maintenance, j'ai un problème, je demande un coup de main. On utilise ça aussi et du coup, si on contribue à
aux organisations qui mettent ce logiciel à disposition. Et puis après, des fois, on utilise leur service en retour, des fois pas. Mais c'est une bonne solution, je pense aussi. Il y avait un point qui avait été évoqué également, c'est sur l'externalisation, qui peut amener une économie ou pas. Mais dans certains cas, sur des sujets extrêmement pointus de sécurité, par exemple sur les SOC, normalement, il est a priori reconnu que, sauf quand on a une taille suffisamment importante pour avoir son SOC, ses experts et tout maîtriser. Voilà, pour les structures de taille plus réduite, peut-être que l'externalisation du SOC, par exemple, mais de pas mal d'autres services, permet aussi de réduire les coûts et de mutualiser du coup les expertises très pointues. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Oui, alors nous le point, c'est surtout qu'il y a juste des choses qu'on n'est pas d'accord d'externaliser. Et du coup, on s'en fiche un petit peu du coût que ça a de construire ça nous-mêmes. Donc, dès le début, on avait un SOC maison, CIEM maison. Et c'est vrai que quand moi je suis arrivée, je me suis dit c'est quoi le délire, mais voilà, c'est hors de question de donner ces informations-là à une entreprise externe, même si elle était suisse, même si elle était européenne, c'était non négociable. Puis maintenant, quelques années plus tard, on a un CIEM qui marche super bien, on a un SOC qui marche bien. Alors à l'époque, pour la taille qu'on avait, c'était peut-être pas tellement raisonnable, mais maintenant, ça me paraît assez cohérent qu'on ait fait ça. Donc, ouais, il fallait juste attendre un petit peu. Oui, ben moi, forcément, en tant que start-up, je demande à mes clients d'externaliser son RSSI, puisque c'est mon métier. On a développé aussi un SOC as a service. Maintenant, il y a énormément de risques pour le client, on le comprend bien, et tu l'as bien dit, hein, c'est une perte de connaissances. Les SLA, est-ce que les SLA vont être respectés? Et ne pas évidemment tout mettre dans le même panier, comme on dit, donc c'est super important. Et généralement, les sociétés hésitent à tout outsourcer parce qu'il y a une perte de contrôle. Et là, il faut refaire une analyse de risque. On en a parlé tout à l'heure, une analyse de risque sur les tiers. Est-ce qu'on externalise son SOC dans une start-up? Bonne question. Dans les grands groupes, la question ne se pose même pas. On n'y va pas. Et je pense que c'est un vrai sujet. J'aurais tendance à dire qu'il faut y aller, mais dans certains cas, la donnée est non négociable. Et au Luxembourg, le régulateur est hyper strict. Les données ne peuvent pas quitter le Luxembourg. Cloud souverain, on en reparle. Après, il y a toute la partie de l'exit stratégie. Qu'est-ce qu'on fait en cas de panne? Est-ce qu'on est capable de récupérer ces données? Et de nouveau, il y aura des coûts liés à la réintégration et retrouver un autre fournisseur. Donc, externaliser, oui, bien réfléchir, demander à votre security officer ou CISO ou RSSI de faire une analyse de risque financière. Est-ce que l'entreprise est viable ou autre? Donc, voilà, c'est un sujet intéressant, mais complexe. Je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait. En fait, c'est un juste équilibre à trouver. Et d'ailleurs, cet équilibre, il n'est pas forcément stable dans le temps. Juste pour vous donner un éclairage, chez CNP avant, on cherchait surtout chez nos prestataires une capacité à faire, parce qu'on n'avait pas une équipe forcément suffisante. Et puis maintenant que l'équipe elle s'est renforcée, maintenant moi ce que je recherche c'est de la technicité chez mes prestataires. Donc vraiment des points. Là par exemple j'ai un expert architecture réseau. Je vais bientôt chercher un expert pour l'AD. Enfin. Voilà, donc c'est vrai, dans le temps, on a changé finalement un peu notre fusil d'épaule, mais on fait toujours appel à l'externalisation. Et donc du coup, tout l'enjeu, c'est la sécurité de la chaîne de sous-traitance, parce que c'est pas juste les tiers de rang 1, hein, ça peut être aussi les tiers de rang supérieur. Et je pense, et là je te donne une perche Aurélie, je pense que DORA, pour les établissements financiers comme CNP ou NIS 2, c'est justement ça l'idée. Tout à fait. C'est l'ambition de NIS 2 par le périmètre qu'il adresse, avec un périmètre beaucoup plus large que NIS 1, qui était sur des entités, donc des opérateurs de services essentiels, avec des entités qui étaient désignées. Là, sur NIS 2, on a une logique de 18 secteurs d'activité, avec des règles d'assujettissement où c'est plus l'autorité nationale qui va désigner les entités, mais bien l'entité qui rentre dans le cadre de NIS 2. Et cette logique-là, c'est pour notamment sur l'annexe 2, alors là c'est un peu technique, mais
dans Nice, il y a 2 annexes, l'annexe 1 avec les secteurs hautement critiques et l'annexe 2 avec les secteurs critiques. Les secteurs critiques, c'est des secteurs, quand vous irez voir, qui sont positionnés en chaîne de sous-traitance, notamment sur la partie fabrication. Et donc l'objectif, c'est bien directement dans le périmètre d'adresser ce volet-là. Ensuite, sur les objectifs de sécurité, il y a bien un objectif de pouvoir les faire porter à la chaîne de sous-traitance. Et DORA, donc règlement financier qui est porté et régulé par la CPR, en l'occurrence en France, lui va plus loin puisqu'il y a des exigences sur les third parties qui sont, et un contrôle sur la sous-traitance à plusieurs niveaux, je crois jusqu'au rang 2, et avec une obligation de cartographie de la sous-traitance. Donc on voit effectivement qu'on va de plus en plus vers une prise en compte de cette sous-traitance, avec la question de comment aider aussi les petites structures en sous-traitance sur la façon de valoriser leur niveau de sécurité pour aussi optimiser le travail des RSSI et notamment sur tous les PACS que vous pouvez avoir à faire, tous ces questionnaires que vous pouvez remplir. Comment demain on peut valoriser son niveau de sécurité par des leviers et c'est des sujets sur lesquels l'agence travaille. Merci. Est-ce que vous avez d'autres réactions ou d'autres leviers dont on n'aurait pas parlé qui vous viennent à l'esprit ? Je pense que les leviers, c'est pas forcément technique. C'est vrai que nous, on navigue beaucoup dans la technique, donc on pense souvent outils quand on cherche un levier. Mais si on prend un peu de recul, je vais vous donner un exemple qui est assez frappant, je trouve, chez CNP. Chez CNP, quand on regarde le risque de fuite de données, comme on a 14 millions de clients en France, le risque principal chez nous, c'est le coût des lettres recommandées en cas de fuite de données. Voilà. Un recommandé, ça coûte entre 5 et 6 euros. Alors, j'ai plus les tarifs en tête exacts, hein, mais voilà, donc 5 ou 6 euros multiplié par 14 millions. Bon, voilà, vous faites le calcul vous-même. Donc ça, finalement, enfin, on a fait ce constat et on s'est dit, ok, mais comment on pourrait faire ? Et en fait, en y réfléchissant avec le métier, on s'est dit, mais en fait, si on avait les adresses mail de tous nos clients, ce qui n'est pas le cas, hein, on a une population qui n'a pas forcément d'adresse mail, mais si on avait les adresses mail de tous les clients qui en ont une, déjà, on pourrait les notifier électroniquement, et ça nous ferait gagner énormément d'argent. Et en fait, finalement, c'est pas du tout une solution technique, hein, récupérer les adresses mail des clients ou leur numéro de téléphone, ça va vous permettre de faire aussi beaucoup plus de MFA facilement, mais c'est le métier quelque part qui va aller donc chercher ces informations-là, mais nous, ça nous sert aussi. Et ça, c'est une idée, enfin c'est une piste, voilà, qui est assez parlante, je trouve, mais je pense qu'il y en a plein d'autres en fait à aller chercher. Donc, si on prend un peu de recul et qu'on sort, voilà, de notre environnement naturel, si je puis dire, je pense qu'il y a d'autres leviers aussi à aller chercher. Et en l'occurrence, voilà, nous, c'est sûr que ça nous ferait gagner, en tout cas en cas de fuite de données. Pour l'instant, on n'en a pas eu de majeur, voilà, mais ça nous ferait gagner en tout cas énormément de... Enfin, ça nous réduirait le coût de manière drastique. Voilà, c'est une idée que je vous propose. Moi, j'en aurais peut-être une aussi qui peut-être n'est pas directement liée à la sécurité, mais de manière générale, enfin, une des choses que Proton a fait aussi, c'est que tous les employés sont en partie actionnaires de l'entreprise. Alors plus on a rejoint tôt, plus on en a rejoint tard, moins on en a. Mais de manière générale, tout le monde est actionnaire. Et du coup, moi, quand il y a les nouveaux arrivants, tous les mois, quand je fais l'onboarding de sécurité, je leur montre 2 articles de journaux, c'était Okta et puis Yahoo, qui, pendant négociation de rachat par Verizon, qui ont perdu des milliards en market cap. Le message étant, tu rejoins Proton, t'es actionnaire de la boîte, si t'as envie d'être riche, peut-être qu'on évite les incidents de sécurité. Et c'est tout bête, et c'est pas du tout le but à la base, mais je pense que le fait que les employés ont vraiment tout intérêt à ce que l'entreprise fonctionne et que du coup n'ait pas des gros problèmes, et pour une entreprise comme la nôtre, un incident de sécurité, ce serait assez problématique, il y en aurait d'autres aussi. Mais je pense que ça responsabilise aussi les gens. Ils se disent, je vais quand même essayer de pas moi créer un incident ou d'essayer de minimiser. Ou si je vois quelque chose, au lieu de l'ignorer, peut-être que je vais dire quelque chose.
Et je trouve que c'est, de nouveau, c'est assez efficace et c'est pas quelque chose, en tout cas en Suisse, c'est hyper rare d'avoir justement cette notion d'ownership des employés de l'entreprise. C'est assez connu aux États-Unis dans la tech. La France, je ne sais pas. Mais en fait, ouais, je trouve que c'est assez intelligent comme approche. Je crois qu'il reste maximum 7-8 minutes. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Il y a un micro qui peut passer si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas. C'est de vous passer le micro. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Juste une question, on a beaucoup parlé d'évaluation des risques. Moi, je suis confronté au pilotage des risques, parce que c'est bien de lever des actions, d'identifier plein de choses à faire, et après mon problème, c'est que, voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Moi, je rêve du tour de contrôle automatique qui met en avant les priorités, et puis dès qu'elles sont réglées, la priorité change. Voilà, je voudrais avoir en permanence un tableau de bord qui me dit, voilà, la priorité aujourd'hui, là, c'est ça, et c'est ça. Et là, j'ai du mal à trouver un outil, une organisation pour le faire. Alors nous, on utilise Excel. C'est pas... mais justement, l'avantage, des fois, de ne pas avoir l'outil hyper cool qui fait tous les trucs, c'est qu'il faut que ça reste simple. Moi, j'ai mon registre de risque, je crois que je ne me permets pas plus que... je vise 10, j'y arrive jamais. 15, c'est pas mal. 20, c'est hors de question d'aller au-dessus de 20. Et Excel, ça fonctionne très bien. Après, si on parle de rajouter... Ah, excuse-moi. Si on parle de rajouter un outil, on ne fait pas tellement avec moins, mais bon, pourquoi pas. Nous, on a essayé plusieurs outils et très honnêtement, pour l'instant, on n'a pas trouvé le bon. Voilà, donc Excel est aussi mon meilleur ami pour le moment. Voilà, c'est vrai que finalement, ça fait quand même le job in fine. Hein. Moi, Excel est mon ennemi. Parce qu'en tant que start-up, évidemment, j'ai retrouvé de mes fichiers de tout mon travail chez d'autres clients. Et donc, j'ai cherché un open source et je l'ai trouvé ici au forum l'année passée. Donc, je vous invite à faire le tour. On le trouve. C'est un outil de GRC qui nous aide énormément et qui est multi-tenant, multi-user. Et moi, ma problématique, c'est que même en start-up, j'ai une équipe de 10 personnes qui travaillent sur des clients et je veux savoir qui a modifié le risque, à quel jour, quelle date, pour avoir un historique de ce qui se passe, un audit réel que j'ai du mal à retrouver dans Excel. Alors si on est propriétaire du fichier Excel, je pense qu'on le maîtrise. C'est ce que je faisais avant quand j'étais RSSI d'un grand groupe. Mais avec plusieurs personnes sur un fichier Excel, c'est compliqué. Donc, je vous invite à aller voir. Je ne vais pas citer le nom, parce que mais ça existe. C'est open source. C'est open source. Si c'est open source, tu peux le citer. Oui. Je peux le citer ? C'est CISO Assistant. Donc... Ouais, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une petite question, une petite remarque. Je me pose la question aussi de si l'écosystème n'est pas un peu responsable de la situation. J'ai des problématiques en ce moment de renouvellement de licences d'outils où je prends des x2 sur le prix annuel. J'ai des TJM qui augmentent sur des accompagnements et mon budget augmente peut-être, mais pas à la même vitesse que ces x2 que je peux avoir. Donc, je sais qu'il y a des acronymes qui sortent tous les 2 mois avec des solutions miracles qui sont proposées, mais d'un autre côté, il n'y a pas les bases qui sont mises en place par 90% des sociétés. Est-ce qu'on n'est pas en train de partir un peu trop tout azimut ? Et le problème n'est pas de chercher un peu de frugalité dans l'approche de la sécurité et de l'efficacité. L'open source, c'est parfait pour ça. Justement, moi, le manager que j'avais dernièrement m'avait dit, parce qu'à chaque renouvellement, c'est des histoires, on en parle pendant des siècles, on a l'impression de perdre autant de temps que ça nous coûte en licence à discuter de est-ce qu'on achète la licence, et qui m'a dit, alors oui, si on construit, c'est dur, ça prend du temps, c'est compliqué, machin, mais dis-toi que l'année prochaine, t'as pas la discussion. Et t'as pas la discussion l'année prochaine, ni l'année d'après, ni l'année d'après, ni l'année d'après.
Et du coup, ouais. Bon. Peut-être un petit complément sur les aspects de TJM pour suivre ça depuis de très nombreuses années. Moi, j'ai constaté que les TJM, en fait, ils n'ont quasiment pas bougé. Je vais vous parler même, j'ai des cheveux blancs, donc j'ai démarré en francs à 7000 francs la journée, juste avant les années 2000. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez des TJM qui tournent autour des 1000 euros, qui sont des bons TJM plutôt de seniors. Mais donc, moi, je n'ai pas ressenti une explosion, en tout cas, des TJM. Et en termes de marge, voilà, si nous, en tant que structure de conseil, de service, on veut avoir de la valeur ajoutée au-delà de l'expertise, avoir des outils, un consultant augmenté, entre guillemets, voilà, on utilise cette marge pour... mais on n'a pas constaté, malheureusement, je dirais presque, d'explosion de TJM. Moi, je partage le constat. Je n'ai pas non plus de solution miracle. Par contre, ce que je rajouterais... Alors, sur le TJM, je n'ai pas fait l'exercice, donc je ne peux pas répondre. Mais par contre, ce que je constate aussi, c'est que pour recruter, on a le même sujet. C'est-à-dire qu'on a des personnes avec très peu d'expérience qui arrivent et qui demandent des prix exorbitants, vraiment. Donc, je pense que c'est... Enfin, je partage ce constat. Je n'ai pas du tout la solution. Mais effectivement, je me dis que peut-être collectivement, il faudrait faire quelque chose. Est-ce que vous avez une dernière question ? Bonjour. Moi, j'avais juste une petite question. C'était concernant un peu les éditeurs de logiciels. Est-ce que vous savez s'il y aura des réglementations qui vont être prévues dans les années à venir? Parce que je pense par exemple à tout ce qui va être la santé, l'industrie et même le bancaire. Ils ont beaucoup d'applications qui sont vraiment obsolètes niveau cybersécurité. Et le problème, c'est qu'en fait, dès qu'on veut les faire changer un peu, pour justement, par exemple, un simple passage d'OS supérieur, des fois, ils arrivent avec des coûts exorbitants pour la même solution, mais juste avec un OS de plus. J'avais eu l'exemple, moi, par exemple, dans la clinique où je travaille, juste changer un OS Windows 7 en Windows 10, ils m'avaient proposé une facture de 10 000 €, par exemple, pour ça. Est-ce que, du coup, il va y avoir des réglementations pour un peu les forcer et les imposer à ce niveau-là? Là, clairement, c'est l'ambition du CRA d'être une réglementation donc, sur les produits et les services, dont les logiciels, avec une logique. Le CRA, ça adresse le bas de l'échelle, donc la mise sur le marché de ces produits et services avec des exigences de sécurité associées, et également l'obligation de communiquer et de patcher les vulnérabilités. Donc, quand on est sur un changement de version, on est tout à fait là-dedans. L'autre aspect, et qu'on a vu nous aussi à l'agence, c'est quand on travaille avec des secteurs d'activité, et notamment quand on mène des travaux d'analyse avec les secteurs d'activité et les fédérations professionnelles, le fait que les entreprises se regroupent et les entreprises qui partagent ces problématiques sur des logiciels sectoriels, quand elles se regroupent et qu'elles vont parler à l'éditeur, c'est aussi un moyen de faire avancer. Mais pour répondre à votre question, c'est l'ambition du CRA qui est en train d'être mise en œuvre. Voilà. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer un RSSI qui travaille pour la tour de contrôle à Luxembourg. Il tournait toujours sur des vieux PC. Je crois que c'était encore à l'époque NT4. Et c'est un système de sécurité pour le contrôle aérien. La problématique qu'ils ont trouvée, ce n'était pas forcément le logiciel, mais c'était qu'ils ne retrouvaient plus de processeurs à l'heure actuelle pour faire tourner l'ancien système. Donc il n'y a pas que le logiciel, il y a vraiment toute une analyse de risque qui doit être faite sur combien de temps est pérenne l'application, mais le hardware aussi qui va permettre de faire tourner le logiciel. Je crois qu'ils ont mis 5 ans pour trouver une solution, et ils ont dû acheter une dizaine de PC équivalents parce qu'ils ne retrouvaient plus les cartes. Alors je parle de ça il y a quelques années, mais ils ne retrouvaient pas les cartes nécessaires pour faire tourner le software qu'ils avaient développé. Donc il faut vraiment aller, indépendamment de la régulation, il faut faire une analyse de risque aussi sur quand votre outil est pérenne et quand vous voulez le garder, et faire un plan de migration. Ben, merci beaucoup. Je vois qu'on a trouvé quelques axes, quelques leviers qui ont déjà été activés pour contenir ces coûts et quelques pistes à suivre dans les années à venir. Un grand merci aux intervenants. C'était très, très sympa de réfléchir avec vous, et merci beaucoup à vous tous de votre attention. Merci.